Parce que c'est vrai, même pour les grandes fortunes, ils sont vraiment pour des intérêts, y compris pour eux. Alors, encore. Oui, bonsoir Monsieur Assolino, merci pour votre travail et vos connaissances. Moi j'avais deux questions. Ah pardon, excusez-moi. J'avais deux questions concernant votre politique, si jamais vous êtes élu, ce que j'espère, vis-à-vis de l'Afrique francophone, parce qu'aujourd'hui l'Afrique francophone se détourne complètement de la France, rejette complètement son modèle social, et on a marre aussi de la politique française à son égard. Je voulais savoir les choses que vous proposiez, et je voulais savoir aussi par rapport à l'AES, les trois pays, le Niger, le Burkina et le Mali, sur le fait qu'ils proposent de mettre en place une politique d'alliance, notamment avec une économie solidaire et aussi une monnaie. Je voulais avoir votre avis là-dessus. Et par rapport à la France aussi, qu'est-ce que vous pensez d'un boycott du salon de l'agriculture par les agriculteurs? Ah, alors ça fait plusieurs questions à la fois. Donc, s'agissant de l'Afrique... Merci pour vos réponses. Je vous en prie, merci pour ces questions précises. S'agissant de l'Afrique, il faut partir des réalités, effectivement. Effectivement, la situation est devenue très mauvaise. Avec un certain nombre de pays d'Afrique, pas tous, mais quand même beaucoup. On peut considérer que Macron y est pour beaucoup. Il n'est pas le seul. Mais disons que Macron y est pour beaucoup parce qu'il est à la fois d'une délicatesse, d'une grossièreté. Il a exacerbé des tensions qui étaient préexistantes. J'ai pas rêvé quand il est allé, vous savez comment il avait commencé son premier quinquennat, il était allé à Mayotte, il avait plaisanté sur les Mahorais excusez-moi, les gens qui venaient d'Anjouan, de la Grande Comore, et qui mouraient dans le canal de Mozambique, en disant les Kwassa, on pêche beaucoup de gens c'est des gens qui meurent dans le canal de Mozambique. Résultat, il avait plaisanté sur, c'était ignoble comme plaisanterie ce qu'il avait fait. Bon, résultat, on a été tricard dans l'Afrique de l'Est. Après ça, il était allé au Burkina Faso, à l'université de Ouagadougou, et il avait devant le président Roch Kaboré, qui était le président de l'époque, il s'était quasiment fichu de lui, en disant là, il y avait la clim qui marchait pas, il a dit tiens, il est allé réparer la clim, en parlant du président de la République qui l'accueillait. Bon. Et voilà, donc tout ça c'est un discours un peu méprisant, un peu voilà, voilà, bon, bref. Alors, tout ça venant en surplus de tout ce qui s'était passé préalablement. Depuis les années 60, une politique quand même perçue de plus en plus paternaliste, de plus en plus néocoloniale, la morsure du franc CFA agissant de beaucoup, l'apparition de nouvelles classes sociales dans les pays d'Afrique, et notamment de la jeunesse, qui a eu accès à Internet, etc., des mythes fondateurs du style Thomas Sankara, des gens comme ça, qui donnent de l'Afrique à une espèce de volonté de, comment dirais-je, de retrouver une certaine dignité au pays d'Afrique, hein, liée avec par ailleurs une très forte démographie, et comme je le disais aussi, je ne sais pas si avec vous, il y a quand même en Afrique en ce moment des pays qui connaissent une croissance économique tout à fait satisfaisante. Hein. Il y a le Sénégal a connu une croissance formidable, on trouve des ressources, l'Angola est un pays anciennement colonie africaine, où il y a désormais plus de Portugais en Angola, immigrés en Angola, que de migrés angolais au Portugal. Et on découvre des ressources premières, en matières premières. On est peut-être à l'orée de découvrir des quantités d'hydrocarbures, de ressources très importantes en Afrique francophone. Donc tout ça fait que la France, le modèle paternaliste de Gaulle, pour le coup de Gaulle, est plutôt un contre-modèle sur cette question. Vous voyez que je n'ai pas de hier. Bon, le modèle de Gaulle, Jacques Foccart, le poids de la franc-maçonnerie sur les chefs d'État et de gouvernement d'Afrique de l'Ouest, c'est vraiment la France-Afrique de grand-papa, ça. Bon. Donc moi, ce que je pense, c'est que finalement, c'est pas forcément mal qu'un certain nombre de pays d'Afrique voient ailleurs, voient ce que c'est que de traiter avec des Russes, avec des Chinois. C'est pas forcément mal que les Français se rendent compte qu'on peut plus tirer sur la corde non plus.
et que chacun réévolue tout ça. Parce qu'il y a quand même des choses fondamentales entre la France et l'Afrique. D'abord, c'est l'histoire, c'est la langue, c'est les échanges culturels, scientifiques, techniques, les étudiants, ce sont les mariages mixtes, ce sont des familles binationales. Tout ça, ça tisse des liens très très importants. Hein, Bon, qui font que je vais m'arrêter là. un jour, tout à fait. Je vais m'arrêter là. Bouya, on est trop bon. Allez, spécialiste de la France, évidemment. Bonjour à tous, Joubian, c'est mon surnom sur le net. Je suis accessoirement, mais accessoirement seulement spécialiste de la France. En revanche, je suis un panafricain authentique, un panafricain, comment dire, authentique, un panafricain convaincu et convaincant. Voilà, je cherchais mes mots. Aujourd'hui, j'ai décidé de revenir encore, parce que c'est pas la première fois que je fais des vidéos, pour parler des relations entre la France et l'Afrique, naturellement. Et là, en l'occurrence, il s'agit de monsieur Asselineau. François Asselineau, c'est le président de l'UPR, c'est le nom de son parti politique. Hein en fait, ce monsieur, comme j'ai toujours dit, depuis de longue date, je maintiens encore que dans la classe politique française aujourd'hui, au 21e siècle, au moment où je fais mes vidéos là, c'est celui qui est le plus honnête, le plus intègre. Voyez-vous? Voilà. Un peu comme j'ai dit pour la Côte d'Ivoire, je prenais comme référence monsieur Mamadou Koulibaly. Voilà, le professeur Mamadou Koulibaly. Voilà, pour la Côte d'Ivoire. C'est des gens intègres. C'est des gens comme ça qu'il nous faut normalement pour diriger les pays. Voyez? Bon. Maintenant, de quoi s'agit-il? En fait, pourquoi je fais cette vidéo, c'est que j'ai beaucoup apprécié la dame qui a posé les questions. Parce que en réalité, on est sur la même longueur d'onde, elle et moi. C'est-à-dire que justement, quand j'ai vu ces questions, je me suis dit, mais c'est extraordinaire, c'est ce que je pense profondément. Et là, ça tombe pile poil. Hein? Elle a posé deux questions. Elle lui a demandé qu'est-ce qu'il en pensait des relations qui se dégradent entre la France et ses colonies, les pays qu'elle a colonisés, les pays francophones. Et puis aussi, qu'est-ce qu'il pense de l'AES, c'est-à-dire les dirigeants du Burkina, les dirigeants du Niger et les dirigeants du Mali, à savoir le général Assimi Goïta, 5 étoiles, et ses compagnons de lutte au Mali, le capitaine Ibrahim Traoré et ses compagnons de lutte au Burkina Faso, et puis le général Aboudraman Chiani au Niger et ses compagnons de lutte. Voilà, que pense monsieur François Asselineau de tout ça? Deuxième question, elle a dit, voilà, compte tenu du fait que les agriculteurs français se plaignent de la dégradation de leur situation, de leurs conditions sociales, de leur travail et tout ça, hein, eh ben, pourquoi ils vont participer au salon de l'agriculture, sachant que le salon d'agriculture commence aujourd'hui, démarre aujourd'hui. Hein. Chaque année, il y a ce salon-là qui se tient à la porte de Versailles à Paris. C'est en région parisienne, bon. Hein, donc, le salon de l'agriculture, oui, à la porte de Versailles. Donc là, en gros, ce qu'elle dit, elle, c'est pourquoi voilà, ils ne boycottent pas le salon de l'agriculture. Et moi, je pense pareil. C'est extraordinaire, hein, pour ne pas oublier. C'est un peu comme aux Antilles, c'est-à-dire les frères et sœurs des Antilles, l'Afro-Caraïbe. Eh ben, je dis, je ne comprends pas pourquoi ils ne boycottent pas les carnavals. Chaque année, il y a des carnavals là-bas, en Guadeloupe, en Martinique. Hein, qu'est-ce qu'il y a encore à La Réunion, en Guyane, tout ça, un département territoire d'outre-mer là. Hein, quand ils appellent ça maintenant, les territoires d'outre-mer, hein, ou les régions d'outre-mer, voilà, ils appellent ça comme ça maintenant. Bon, mais j'ai dit, mais pourquoi ils boycottent pas les carnavals? Ils organisent des carnavals alors que tout va mal. Il n'y a aucune respectabilité. On ne respecte pas leur dignité. C'est ça. Et donc, quand on en revient aux agriculteurs français qui se plaignent sur l'Union européenne, sur les accords qui ont été signés, qui sont à leur défaveur et tout ça, ils perdent tous les avantages qu'ils avaient depuis toujours, depuis fort longtemps en tout cas. Eh ben là, s'il y a un salon comme ça, comme le salon de l'agriculture, le minimum à faire, c'est de le boycotter. Donc, elle lui pose la question. Alors, je dois vous dire que sa conférence, elle porte justement sur le soutien que lui, en tant qu'homme politique français, apporte aux agriculteurs, puisqu'il dit lui-même ses arrière-grands-parents étaient des agriculteurs. Donc, il parle en tant que petit-fils d'agriculteur. Bon. Et donc, il est touché, évidemment, par ce qui leur arrive. Bon. Lui, il préconise que la France sorte de l'Union européenne. Ça, c'est son fonds de commerce, c'est son combat depuis toujours, qu'il a fait même qu'il a créé son parti politique il y a maintenant 18 ans, au moins. Voyez-vous? Donc, ce monsieur, moi, j'ai beaucoup de respect et de considération. En revanche, voilà, il faut qu'on arrive au point de chute. C'est que vous allez voir que c'est là, la conférence qu'il tient là. Je dois dire que je n'étais pas au courant, sinon je serais allé. Mais ça dure plus de 2 heures. Voilà, ça dure plus de 2 heures. Hein, et lui, il est habitué comme ça pour faire des conférences ou des trucs comme ça. Voilà, il est habitué à ça. C'est un exercice qu'il maîtrise parfaitement. Mais je dois dire que
vous allez reprendre le début, quand il s'exprime, le début, de la conférence. Mais quand il arrive au moment où la dame lui, enfin, quand la dame lui pose des questions, la dame africaine, enfin, la dame noire, parce qu'elle pourrait être antillaise, en tout cas, mais elle est noire, voilà. Et du coup, la sœur de la diaspora, enfin, elle lui pose des questions pertinentes concernant les relations avec l'Afrique, aujourd'hui, au XXIe siècle. Si lui, il était au pouvoir, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Et je dois dire que j'observe qu'il n'est pas à l'aise, il n'a jamais été à l'aise. Et j'explique pourquoi. Parce que, en fait, il va falloir minimum une génération, je dis bien minimum une génération, si ce n'est plusieurs, pour qu'il y ait l'équilibre entre les relations France et ses colonies. Je répète, il faut qu'il y ait au moins une génération, si ce n'est plusieurs générations, pour qu'il y ait l'équilibre. Parce que c'est beaucoup trop profond, ça fait longtemps, ça fait des siècles. Voyez-vous, ce qui fait qu'il y a des générations qui sont nourries, hein, aussi bien spirituellement que moralement et tout ce que vous voulez, eh ben, que l'Afrique, ce sont les Français, les Européens, les Occidentaux qui aident l'Afrique. Voyez-vous? Dès lors, le débat est clos, selon moi. Je veux dire par là que ces gens-là ne pourraient pas, ça va être très très difficile. Parce qu'il y a derrière tout ça le problème, chez l'Africain, il y a le problème de, comment dire ça, le complexe, voilà, l'aliénation, puis la corruption, corruption morale et corruption matérielle. Voyez-vous? Et chez le français, le locoderme, lui, il y a le problème de la condescendance. Voilà. Or, tant que ces problèmes-là, ils persistent, c'est impossible. C'est impossible. Voilà. C'est-à-dire pour qu'il y ait gagnant-gagnant, il faut qu'il y ait un respect mutuel. Et qu'il ne faut pas qu'il y ait de déni, il ne faut pas qu'il y ait de fourberie. Il faut qu'on soit honnête les uns envers les autres. Ce qui existe pour d'autres pays, hein. Voilà, c'est ça. Et s'il existe pour d'autres pays, ce ne sont pas des extraterrestres, ce sont des êtres humains. Donc à partir de là, ça peut exister aussi pour la France. Sauf que la France, compte tenu de son passé, les relations qu'elle entretient avec ces pays-là, ça fait qu'il faut une génération minimum, si ce n'est plusieurs. J'insiste là-dessus. J'insiste sur le fait que ça se trouve une ne pourra pas, ça suffira pas. Parce que c'est trop profond. Ça date d'il y a des siècles. C'est pas quelque chose qui date de l'année dernière ou de la venue au pouvoir des dirigeants de l'AES. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Objectivement, voilà, c'est vérifié. Et c'est ainsi que je dis non. Il n'est pas à l'aise et c'est normal qu'il soit pas à l'aise. Alors, ça lui demande beaucoup, beaucoup d'efforts. Et il se trouve qu'il n'est pas seul. Je veux dire quoi par là? Je veux dire que lui, il fait ce que j'appelle en fait, on se ment à soi-même. Bon, j'exagère peut-être. Mais ce qui est sûr, c'est que ce monsieur, s'il était invité sur les chaînes publiques, c'est-à-dire que s'il était traité à sa juste valeur, voyez-vous, compte tenu de son parcours, de son expérience professionnelle et politique, eh ben, il n'aurait pas le score qu'il obtient, moins de 1% dans les élections, principalement l'élection présidentielle. D'ailleurs, ce que je lui reproche, et que je trouve ça dommage pour lui, c'est que si je me suis dit même faut que j'envoie un courrier, parce que je trouve que je n'aime pas le gaspillage. Puis bon, en tant qu'être humain, il faut se donner les idées. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Alors, d'aucuns me dire les prêts panafricains là, oui, mais c'est pas. Non, 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 non. Moi, je vis ici depuis, je vous dis, ça fait 43 ans. Donc, compte tenu du fait que je vis en France, eh ben, je ne peux pas être indifférent à la vie politique française. Voilà. Et vous allez observer que j'en parle même pas tant que ça. Voilà. Et quand j'en parle, c'est plutôt par rapport à M. Asselineau. Je dis qu'il, lui, mérite notre attention. Mais, vous voyez, lui là même que moi, je considère comme le plus honnête, mais j'ai dit quand on arrive sur les relations avec l'Afrique, il peut pas tenir parce que c'est trop lourd. C'est tellement évident pour moi. Il faut l'écouter du début à la fin. Quand il reprend, il n'est pas à l'aise. Alors que les autres points qu'il a abordés auparavant, pour une conférence qui a duré plus de 2 heures, il était à l'aise. Donc pourquoi il n'est pas à l'aise? Parce que c'est trop lourd. Vous voyez? Et j'ai dit, quand bien même lui-même il voudra, quand il s'exprime, on voit bien que, par exemple, là, il va parler de Mozambique, il va parler de l'Angola, mais ils ne sont pas dans le franc CFA, ils ne sont pas dans le sujet qui nous concerne. Donc ça veut dire que là, déjà, il a besoin de faire quelques digressions comme ça pour essayer de gagner du temps. Alors qu'il doit faire focus sur les pays, là, en l'occurrence, de l'AES. Voilà, de dire, bon, pourquoi le Mali est parti, a demandé à la France la rupture? Pourquoi le Burkina Faso, à son tour, a demandé la rupture avec la France? Pourquoi le Niger, en troisième position, vient demander la rupture avec la France? Voilà les questions de fond qui doivent être débattues normalement dans toutes les instances en France qui se veulent être des politologues, qui se veulent être des professeurs de sciences politiques, tout ce que vous voulez. Les professeurs d'économie, oui, ouais, hein, tout. Ils doivent tous prendre ça à bras le corps, alors que non, mais justement, c'est compte tenu de tout ça, et moi qui vis ici en tant que témoin privilégié, je me dis non, il va falloir une, si ce n'est plusieurs générations pour que l'équilibre revienne. Ah oui, parce que là, dans une situation de déséquilibre comme ça depuis des siècles, vous voyez, par exemple, quelque chose aussi qui me vient à l'esprit, parce que là, cette fois-ci, j'ai rien noté, c'est que
c'est en 2025 qu'ils ont décidé, quand François Bayrou était Premier ministre, de dire qu'ils allaient abolir le code noir. Et là, je demande à vérifier. Ah ben, les connaissants. Ah ben oui. Et moi, je dis avec moi, c'est la transparence. C'est la religion de la transparence. Voilà. Mais c'est normal, parce que ma religion, c'est la vérité et la justice. Or, vous ne pouvez pas parler de vérité si la transparence fait défaut. Je répète, vous ne pouvez pas parler de justice si la transparence fait défaut. C'est clair pour moi. Voyez-vous? Donc là, faut se rappeler que François Bayrou, là, il a été Premier ministre, alors pas pour longtemps. En tous les cas, il l'a été. Et avant d'être Premier ministre, il a été ministre plusieurs fois. Bon, mais à l'époque, ce qui m'avait marqué, c'est que François Bayrou, en tant que ministre de l'Éducation nationale, il avait déprogrammé, parce qu'il était prévu de mettre au bac, au baccalauréat, le sujet portant sur l'étude comment on appelle ça, l'écrit de Aimé Césaire, notre grand monsieur, notre très grand monsieur. Vous voyez, le grand poète martiniquais, grand homme politique martiniquais. Aimé Césaire, grand intellectuel, un des plus brillants de sa génération. Toujours dans la tendance de Cheikh Anta Diop et tout ça. Voilà. Moi, ce sont mes pères intellectuellement, c'est mes références, ça. Voilà. Cheikh Anta Diop, Aimé Césaire. Voilà. Voyez-vous? Donc, François Bayrou, en tant que ministre de l'Éducation nationale, à l'époque, il a refusé qu'on inscrive au baccalauréat français, parce que ici en France, en classe de première, il y a ce qu'on appelle le bac de français. Voilà. C'est le bac qui est passé en première. C'est que le bac français, voilà. Et ben là, Bayrou a dit non, 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 voilà. Alors évidemment, quand c'est comme ça, je l'incrimine pas tout seul. Parce que voilà, vous savez, c'est un travail de groupe. Lui, il est ministre, certes, mais il y a les conseillers, et puis il y a des gens aussi qui sont dessus. Voilà, ceux qui dirigent là, voilà. Enfin bon, bref, comprenne qui veut, comprenne qui peut. Donc, pour revenir à la discussion d'aujourd'hui, c'est de dire que, en fait, Monsieur François Asselineau, ben, je vous dis, quand même, j'ai beaucoup de respect pour lui, mais la question qui porte aujourd'hui sur les relations qui existent entre la France et l'Afrique, c'est beaucoup trop lourd. Mais oui, le pauvre, on l'écoute même pas quand il dit, bon, mais quittons l'Union européenne. Prenons l'exemple sur l'Angleterre. L'Angleterre a fait le Frexit, et pour autant, l'Angleterre n'est pas le dernier de la classe. Et même si vous comparez sur le plan économique avec la France, vous allez voir qu'ils sont pas, comment dire, très très loin au point de vue être largués. Voilà. Or, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que c'est une autre culture. Voilà. Vous avez la culture des Anglais et puis vous avez la culture française. La culture française, moi, quand je parle en tant qu'accessoirement spécialiste de la France, c'est que je dis, ils sont foncièrement paternalistes. Foncièrement. En tout cas, vis-à-vis des Africains. Voilà. Vis-à-vis des Noirs. Voilà. D'autres peuples après. Voilà. Mais d'abord les Noirs. Parce que c'est les Noirs qui ont mis en esclavage. D'autres peuples après. Puisque si vous regardez dans l'histoire de France, ou dans l'histoire même en général, vous allez voir que la France a colonisé. Il n'y a pas un endroit au monde où le drapeau français n'a pas été planté. Il n'y a pas un endroit au monde. Ça veut dire que le drapeau français, il a été planté sur tous les territoires du monde. Et c'est ainsi que moi, j'ai dit, c'est une circonstance aggravante quand on sait qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on va nous brandir cette espèce de mise en scène et de manipulation, des gens qui disent qu'ils sont, comment dire, xénophobes, ou alors qu'ils rejettent parce que tu es d'origine, je sais pas quoi. Non, 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 non. Il y a d'autres pays qui n'ont pas eu le contact avec d'autres cultures, dans les siècles passés, je comprends, je peux les comprendre. Mais les pays qui ont colonisé, je pense, la France, l'Angleterre, le Portugal, qu'est-ce qu'il y a encore, hein, les pays européens là, la France, l'Angleterre, le Portugal, l'Espagne, même l'Italie dans une moindre mesure, la Hollande, l'Allemagne. Bon là, ils ont perdu la guerre, donc c'est pour ça qu'ils ont perdu leur territoire. Bon. Et en gros, c'est dire que les gros qu'on retient, c'est l'Angleterre d'abord, la France en deuxième, le Portugal pour l'Afrique, le Portugal et puis l'Espagne. Voilà. Voilà. Si on retient. Si l'Allemagne avait gagné, eh ben c'est l'Allemagne qui allait compter au détriment de la France. Voilà comment ça s'est passé. Mais comme l'Allemagne a perdu, bon, mais toutes les colonies qu'elle devait avoir, comme par exemple le Cameroun, le Togo, plein d'autres pays, l'Allemagne même allait récupérer même toutes les colonies françaises d'ailleurs, si la fois l'Allemagne avait gagné. Voilà. Donc comme elle a perdu, bon, voilà, elle a tout perdu. Bon. Mais cela dit, les Allemands ayant perdu la guerre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben ils se sont retroussés les manches et ils ont commencé à travailler. Et c'est à la force de leur transpiration, de leur sang, qu'ils sont devenus numéro 1 sur le plan économique en Europe. Excusez du peu. Excusez du peu. Comprenez? À force de travail, voilà. Ils sont retroussés les manches, ils ont commencé à bosser. Ce qui est complètement à l'inverse de la France, le contraire de la France. Parce que la France a toujours fonctionné sur la sueur et le sang des Africains. La sueur et le sang des Noirs. Voilà. Maintenant, évidemment que il y a le français lambda, c'est-à-dire le français qui n'est pas forcément directement, mais il est indirectement concerné. Pourquoi?
Parce que s'il a un train de vue aujourd'hui au 21e siècle, beaucoup au 20e siècle et puis là au 21e siècle, mais ça vient du fait que justement la classe dirigeante française a passé son temps à mettre en place des mécanismes de pillage des richesses des pays africains. Voilà. Donc automatiquement, quand on a la sécurité sociale, quand on a la CAF, c'est-à-dire la caisse d'allocation familiale, quand on a les aides, toutes les aides là qui sont accordées par l'État, mais ça vient du fait que justement le pillage qu'on prend des ressources africaines, c'est ça qui est la conséquence, ou en tout cas qui donne ça au final. Voilà. Donc c'est ainsi que je dis effectivement, on ne peut pas accuser directement le français lambda, mais il est concerné indirectement. Il est concerné parce que, comment ils disent ça, il y a un terme là qu'ils ont utilisé, hein, comment dire, le phénomène de, comment on appelle ça, euh, j'oublie le terme, mais c'est le fait que ceux qui vont beaucoup bosser, après, il va y avoir des rebondissements, ou en tout cas, ça va réjaillir sur le peuple. Voilà. C'est le thème qui m'échappe, mais voilà. Hein, vous aurez compris. Donc, c'est ainsi que, je vous dis, hein, les politiques qui sont menées vis-à-vis de l'Afrique, eh ben, ça se traduit par l'exemple même qui est le plus flagrant. Rappelez-vous toujours, n'oubliez pas, c'est pendant la crise sanitaire. Voilà. Hein, vous allez vérifier dans le monde entier, pays par pays, comment ça s'est passé. Hein. Alors, peut-être pas en Afrique, mais on va prendre en Occident, voilà, les pays occidentaux. Vous allez vérifier comment ça s'est passé, ou même encore plus précisément en Europe. En Europe. Et bien, vous allez voir que la France arrive en tête pour les pays où, durant la crise sanitaire, les gens restaient chez eux et ils étaient payés. Les gens restaient chez eux et ils recevaient les aides qui sont accordées par l'État. Or, tout ça vient du pillage des richesses de l'Afrique. Et il se trouve que la classe dirigeante, hein, eh ben, ils le savent. C'est pas qu'ils le savent pas, hein, ils le savent. Mais c'est un tabou. Voilà. Bouilla, bouilla, c'est tabou. Eh oui, ils le savent. Monsieur Asselineau, par exemple, de par sa formation, il est, comment dire, euh, euh, inspecteur général des impôts. Voilà. D'ailleurs, quand j'écoute des fois des interviews de lui, ça me fait rigoler parce que Monsieur Macron aussi travaille aux impôts, mais sauf que au point de vue, parce que vous savez, dans les entreprises, et puis là, en l'occurrence, dans l'administration, il y a la hiérarchie. Et donc, lui, normalement, il est plus gradé que comment dire, Macron. Donc, il se fait plaisir à rappeler, ça me fait rigoler. Bon. Voilà. Hein, lui, il est inspecteur général des impôts. Bon. Il s'est mis en, comment on appelle ça? Il s'est mis en disponibilité, voilà, pour faire de la politique à plein temps. Mais il se trouve que quoi? Il se trouve que j'insiste sur le fait que lui, de par sa profession, mais il connaît le dossier du franc CFA. Bien évidemment. Bien évidemment. Alors, vous comprenez que quelqu'un comme lui, donc, comme je disais, qui est, comment dire, inspecteur général des impôts, hein, des finances, eh bien, il connaît le dossier du franc CFA, et quand on arrive là-dessus, il commence à bégayer. Quand on arrive là-dessus, il n'est pas à l'aise. Donc, que voulez-vous que quelqu'un qui est, par exemple, professeur de, je sais pas moi, euh, médecine, d'autres domaines, quoi. Voilà, vous voyez, c'est lui-même qui est dans son domaine là, il bégaye. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, non, 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 non. Ma vidéo d'aujourd'hui, c'est de dire que les choses iront, mais pas maintenant. Voilà. Parce que il y en a, c'est même violent pour eux. Ils peuvent même pas, jusqu'à leur mort, il faut pas concevoir que, eh ben, en fait, on devait tout à l'Afrique. Moi, j'ai fait des vidéos, ça remonte maintenant à 5, 6 ans, c'est même pas 7 ans, où j'expliquais dans mes vidéos que, normalement, si la caste dirigeante, je dis bien la caste, alors que il y a la classe, mais j'ai fait exprès de dire la caste dirigeante, si l'élite française disait la vérité aux Français, normalement, on n'aurait pas le problème comme ça de xénophobie vis-à-vis de l'Africain, en tout cas, en tout cas. Voilà. Hein. Il n'aurait pas ce regard ou cette approche condescendante vis-à-vis de l'Africain. Mais comme ils leur disent pas la vérité, maintenant, comme on est à l'heure d'Internet, comme on est à l'heure des réseaux sociaux, eh ben, je dis, c'est une circonstance aggravante pour ceux qui font le malin ou qui font du déni. Parce que Internet n'a pas toujours existé. Donc, quand on revient avant que l'Internet n'arrive, avant que les réseaux sociaux n'arrivent, eh ben, on peut comprendre. Parce que c'était réservé à des gens qui sont avertis. Mais aujourd'hui, je vous dis, un gamin qui sait utiliser la connaissance de tout ce qu'il veut sur le monde entier, bah oui, excusez du peu. Donc, si un gamin qui, à partir de l'âge de 4, 5 ans, il arrive à pouvoir zapper un peu sur Internet, bon, mais excusez-moi. Donc, voilà. Donc, c'est un choix qui est fait par chacun de nous, qui est fait par les uns et les autres, mais il faut assumer. Ah, mais moi, je suis là-dessus. Parce que j'aime pas la facilité. Et puis, je dis, ma religion, c'est la vérité. Donc, pensez bien que pour que la vérité, elle se manifeste, il faut qu'on sorte toutes les cartes sur la table. Mais il y en a qui ont du mal, c'est normal, parce que ça perturbe leur entendement, ça perturbe leur, comment dire, leur paradigme.
Bien entendu. Maintenant, le boulot que nous faisons là, c'est-à-dire faire des vidéos comme ça pour expliquer les choses, ceux qui sont de bonne volonté, ceux qui sont honnêtes, eh ben, ce sont eux qui vont relayer les infos, hein, et puis comme ça, petit à petit, les choses vont se mettre en place. Mais petit à petit, parce que c'est très violent. Et moi, pourquoi j'ai pas envie de perdre du temps, comme je dis toujours, je dis c'est une question de domaine. Quand tu es dans le domaine de la menuiserie, tu as la maîtrise, tu fais, moi je te félicite. Dans le domaine de la cuisine, pareil, dans le domaine de l'architecture, ainsi de suite. Où est-ce qu'il y a Oh, ce qui me supporte, c'est qu'il y a des gens, dans la discussion que nous sommes en train de mener, même si c'est vrai que c'est facile d'apporter la discussion, mais c'est facile, sauf que il faut beaucoup de lecture, il faut beaucoup de temps pour écouter. Moi, je prends mon exemple, moi, je suis quelqu'un qui écoute beaucoup les interviews, je écoute beaucoup, comment dire, les conférences, vous voyez. Et puis, l'idéal étant la lecture, naturellement. C'est ça. Hein. Et donc là, il faut tout ça. Et puis maintenant, on a, comment dire, suffisamment d'informations. Et après, il faut maintenant hein, que le cerveau, parce que lui, à l'intérieur, c'est lui qui fait la cuisine. Voilà. Et c'est là où on voit si vous êtes quelqu'un de pertinent dans les arguments que vous avancez, dans l'explication que vous donnez. Voilà, c'est clair. Oh, c'est pas donné à tout le monde. Voilà. C'est pour ça que ça m'insupporte. Je dis, mais non, mais c'est une question de domaine. Viens pas nous embêter là. Voilà. Là, c'est réservé qu'aux gens qui sont, hein, qui peuvent nous aider à avancer. Voilà. Parce qu'on a perdu suffisamment de temps, donc on va pas venir avec des gens qui viennent là pour faire de la zizanie, qui viennent là pour faire de la rétention d'informations, qui viennent là pour faire du déni ou de la diversion. On n'a pas le temps. C'est tout. Voilà. Elle dit, va jouer au bac à sable là-bas. Donc, en tout cas, cette sœur-là qui a posé la question, je la félicite parce que je trouve que franchement, c'est excellent. Et puis, au final, monsieur Asselineau, il pourra pas. Et en plus, lui, c'est quelqu'un qui se veut être gaulliste. Et vous avez vu la réponse qu'il a dit par rapport au général de Gaulle. Il dit, bon, là, pour le coup, le général de Gaulle, là-dessus. Mais oui, mais, et pourtant, les relations avec l'Afrique, c'est le général de Gaulle qui a tout établi, en tout cas, le système de la France-Afrique. Voilà. Parce qu'avant le général de Gaulle, il y avait déjà, il y a eu la traite des nègres, la traite des Africains, et après, la colonisation, tout ça. Donc, lui, c'était avant lui. Mais toujours est-il que lui, la situation dans laquelle nous sommes depuis le XXe siècle, mais c'est lui qui a mis en place le système de la France-Afrique, avec ses colistiers, avec, comment dire, ses lieutenants, je pense à Jacques Faucard, et puis du côté africain, des gens comme Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire. Vous voyez. Donc c'est lui qui était le chef d'œuvre, le maître d'œuvre, pour mettre tout ça en place, et c'était au bénéfice de la France depuis toujours. Maintenant, la chance qu'on a, une chance extraordinaire, c'est d'avoir des hommes providentiels. Premier homme providentiel pour moi, c'est son excellence Vladimir Poutine. Cet homme est un homme providentiel d'abord pour son peuple, je tiens à le rappeler constamment. Et puis, c'est un homme providentiel pour tous les pays africains qui veulent sortir de l'impérialisme, du colonialisme et de la France-Afrique. Je dis, une fois que j'ai fini de dire ça là, qu'est-ce que tu vas ajouter? Donc tu la fermes, tu t'assois, tu prends des notes. C'est tout ce que tu as à faire. Et si tu es fair play, si tu es honnête, tu dis, tu fais le relais, tu partages au maximum ces vidéos. Tu fais des pouces. C'est tout. Voilà. Vous voyez, je vous dis, moi, s'il y a des domaines, quand la preuve en est, je vous dis souvent, quand je vois des frères et sœurs, dès qu'ils sont bons, ils disent, hein, comme cette sœur-là, vous voyez, j'ai montré, c'est simple, parce que j'ai dit non. Bon, en plus, il trouve qu'on est sur la même longueur d'onde, parce que ce qu'elle a posé comme question, si moi j'étais là, c'était les mêmes questions que je l'ai posées. C'est pour ça que j'ai plaisir à reprendre son intervention, clairement. Voyez-vous? Donc là, on est toujours au combat pour dire que, franchement, regardez là, pour faire un peu de digression par rapport à, je sais même pas si on peut dire ça, mais ce qui est sûr, c'est que sur le problème de comment on appelle ça, l'affaire Epstein, j'ai du mal à prononcer son nom là, hein, alors que le physicien Albert Einstein, là c'est facile, mais c'est Einstein aussi, hein, parce qu'ils veulent qu'on dise Tin, alors que non. Voilà, je vous dis, moi on m'embrouille pas, hein, voilà. Donc c'est l'affaire Epstein. Alors je vois que le frère Kofi, alors lui il a décidé hein, de embêter le pouvoir en place en Côte d'Ivoire au fil des jours, hein, depuis maintenant une semaine. Il parle que de ça. La nièce de Monsieur Alassane Draman Ouattara, qui s'appelle Nina Keita, je crois quelque chose comme ça. Elle a des liens avec, elle avait des liens avec Epstein là depuis très longtemps. Et elle lui a permis même de venir en Côte d'Ivoire, je crois, au moins 2 fois, au moins, si c'est pas plus. Hein? Et que, paraît-il, à l'époque, elle était là pour lui envoyer des jeunes filles, au moins de 24 ans, ou je sais pas quelque chose comme ça. Bon, des jeunes filles, ouais, tu vois même des gamines. Ça. Je vous dis, ces gens-là, oh, c'est dingue. Bon, pourquoi j'en parle? J'en parle sur le fait que, d'abord, le frère Kofi, bon, il fait ce qu'il peut, hein, c'est clair. Et moi, j'ai dit, comment voulez-vous, parce que eux, ce qu'ils entendent là, le Kofi, quand il fait tout ça, il dit, ben, il faut qu'elle démissionne. J'ai dit, mais non, vous n'avez pas compris qu'on n'est pas en démocratie. On est en folklocratie. La France, on est dans une république bananière. Maintenant, pour les pays africains, ça c'est selon moi, hein, selon moi. Je répète,
En France, on est dans une république bananière et pour les pays africains, eux, par contre, les colonies françaises, eux, on est en folklocratie. Ça vient du folklore, voilà. Donc, vous comprenez bien que ça n'a rien à voir avec les pays qui ont une expérience démocratique. Et ces pays qui ont une expérience démocratique, c'est ce qui fait que quand il y a une affaire comme ça qui sort, où l'opinion publique est informée, eh ben, les gens ne peuvent pas rester à leur poste. Il n'y a qu'en France où là, ils sont, c'est pour ça que je parle même de république bananière. Sinon, regardez en Angleterre, c'est historique. Le prince Andrew, le petit frère du roi, hein, le roi Charles, bon, hein, eh ben, il a été arrêté par la police. Je ne sais pas s'il y a un précédent, voilà, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est historique. Parce que lui, justement, on a toutes les preuves qu'il était très ami, très proche de Epstein, donc ils ont fait des trucs n'importe quoi, en fait, bon, n'importe quoi, voilà. Et encore là, j'essaie de faire dans l'euphémisme, mais sinon, c'est la criminalité, la pédophilie, tout, la totale. Là, je vous dis, moi, pour moi, l'affaire Epstein, je vous dis, quelqu'un qui veut m'embêter, je lui sors ça, il dit, voilà. Et puis si tu lui réponds, on va avancer, si tu ne lui réponds pas, je dis, bon, allez, on n'a rien à se dire. Voilà, parce que, attendez, c'est quoi ça? Bon. Donc, au fond, ce que je veux dire, c'est que en France, qu'est-ce qu'ils font, eux? Jack Lang. Et comme j'ai dit, comme ils ont une culture du bouc émissaire, ils vont prendre Jack Lang, alors qu'en réalité, mais il y a beaucoup plus d'autres personnalités connues qui sont, comment dire, concernées par cette affaire, donc qui doivent être entendus par la justice et être emprisonnés, clairement. Or là, on va mettre en avant Jack Lang, comme il est très connu, voilà, c'est un homme politique très populaire, ancien ministre de François Mitterrand, à l'époque, il était ministre de la Culture, voilà. Eh ben, lui, on le met en avant, alors il a aujourd'hui, paraît-il, 87 ans, si je ne me trompe pas au niveau de son âge, qu'il est âgé. Bon. C'est pas une raison pour comment dire, l'excuser. Hein. Non, mais c'est simplement de dire que moi, je vous dis mon fonctionnement, comme je me veux honnête, je dis, il est question d'attraper tout le monde. Tous les gens qui sont concernés. Donc, faut faire, moi, je parle de transparence. Donc, faut mettre toutes les cartes sur table. Et non pas, on sait les autres, on les laisse, et puis on va prendre Jack Lang pour dire, comme on est dans la culture du bouc émissaire, on prend un seul, il paye pour tout le monde. Voilà, c'est ça qui me dérange. Voyez-vous? Bon, j'en ai déjà parlé dans les vidéos. Et maintenant, quand on revient en Côte d'Ivoire, alors, donc, pareil, hein, il n'y a pas, dans les autres pays comme, donc, j'ai parlé de l'Angleterre, où là, il y a le prince Andrew, et puis il y a aussi d'autres personnalités, notamment même le premier ministre, son poste est menacé, puisqu'il s'est fait à chaque fois là chargé par les médias et tout ça. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore? Je crois en Norvège, la princesse plutôt, excusez-moi, la princesse, elle est menacée parce qu'elle aussi avait des contacts, des relations avec, des liens avec Epstein, là, quand il était vivant. Voilà. Donc, ce qui fait que, pareil, voilà. Mais parce qu'ils ont l'expérience démocratique. Mais chez nous, en folklocratie, est-ce que, parce que moi, ce qui fait que j'en parle, c'est le fait que je me suis dit, mais attendez, essayez à un moment donné de réagir de manière, comment dire ça, sereine. Bon, faut essayer. Moi, toujours ce que ça m'inspire, je dis, mais, monsieur Ouattara, dites-moi, aujourd'hui, il y a l'affaire Epstein qui a éclaté. Mais avant l'affaire Epstein, est-ce que vous croyez que l'affaire Epstein est beaucoup plus importante sur le fait que le président Gbagbo, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, ils ont été acquittés, et il y a eu des morts, hein, des milliers de morts, et on sait pas, on n'a pas, voilà, on n'a pas la réponse. On n'a pas une décision de justice. La justice n'a pas encore été rendue par rapport à ça. Est-ce que vous trouvez que ça, c'est pas beaucoup plus important que l'affaire Epstein? Question. Voyez-vous? Ça, c'est entre autres. Hein. Autre observation que je vais faire encore, c'est Monsieur Ouattara, la France l'a mis là pour enlever Monsieur Gbagbo, d'accord, mais à chaque fois, lors des élections, il y a des morts. Chaque élection. Hein? Donc, il vient au pouvoir en 2011. Après, il y a, comment dire, 2015. Après 2020. Maintenant, 2025. À chaque fois, il y a eu des morts. Et là, la plus forte même, c'était en 2020 où il y a eu on a coupé la tête du petit Kofi et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de, comment dire ça, de poursuite judiciaire. Donc, ces deux exemples là que je vous donne, hein, je vous dis, est-ce que vous trouvez que l'affaire Epstein est beaucoup plus importante que ça? Je parle de la Côte d'Ivoire, hein, attention, je ne parle pas des autres pays, je parle de la Côte d'Ivoire. Au niveau de la Côte d'Ivoire, hein, parce que chaque pays a son histoire. Et quand je dis ça, encore une fois, je ne suis pas en train de dire, faut pas que vous continuez à le charger. Non, je suis simplement en train de dire que je ne suis pas surpris. Parce que eux, souvent, Kofi et compagnie, quand ils parlent de sa nièce, là, qui est importante d'ailleurs, au sein du gouvernement, je sais pas, hein, bon, eh ben, ils disent, mais pourquoi elle démissionne pas comme en Angleterre, et ils font démissionner des gens ou en France et tout. Je dis, mais non, on n'a pas encore acquis cette expérience démocratique. On est très, très loin. C'est même le jour et la nuit. Et du coup, nous autres, sans aucune prétention, il y a juste la jalousie. Sinon, on dit, ouais, le frère, là, il est bon, faut l'amener, lui donner un poste, il va pouvoir éduquer.
ou même à défaut, mais au moins relayer mes vidéos. C'est tout. C'est faire ce minimum-là, même ce minimum-là qu'il faut faire, il y en a qui peuvent faire. Voilà. Donc à partir de là, je dis, mais le débat est clos pour moi. Ah bah oui. Parce que là, si tu regardes ma vidéo, soit tu n'approuves pas, bon, ça se comprend si tu n'approuves pas, mais si tu approuves, tu as une obligation morale de diffuser. Ah bah oui. Je répète, si tu approuves mes analyses, mes vidéos, tu as une obligation morale de diffuser. Ouais. Sinon, allez-y m'expliquer autre chose encore, hein, mais non, moi je négocie pas là-dessus. Voilà. Je me veux honnête, profondément honnête. Et donc c'est à partir de là que je dis. Donc la suite. C'est-à-dire, voilà, eux ils disent, voilà, Nina Keita, voilà ce qu'elle a fait, et puis son nom ressort plus de 1000 fois, parce que Kofi, lui, il a pris le temps même de calculer, parce que certains médias disent qu'elle est sortie 100 fois, mais lui dit non, beaucoup plus que ça. Bon, donc il a beaucoup d'informations à ce propos. Mais je dis, mais c'est bien, mais simplement, il ne faut pas être dupe. Parce que le régime de Ouattara, c'était un régime dictatorial et qui s'y respecte. Donc à partir de là, quand ils veulent démettre quelqu'un de ses fonctions, c'est eux qui décident, c'est pas le peuple. Le peuple ne décide que quand on est en démocratie, où il y a une expérience démocratique. Parce que les gens qui sont au pouvoir, ils se disent, bon, si on ne démissionne pas, c'est nous tous qui sommes, comment dire, soupçonnés. Et du coup, pour éviter ça, ben, on le sort. Voilà. C'est ce qui les pousse, par exemple, en Angleterre avec le prince Andrew. Andrew. Ah oui. Ou même, comment on appelle ça, son neveu. Hein, les enfants de Diana, là. Bon, le premier, lui, il est comme son père, mais le deuxième, il est un peu comme son oncle. C'est assez drôle. Moi, quand je regarde ça, c'est dingue. Mais parce que ces gens-là, je vous dis, ils ont tellement de pouvoir et ce sont des humains. Ben oui. Ben oui. Ben, ces humains, je suis gentil, là, parce que des fois, ils disent que ma parente d'être humain. Mais je veux dire par là que je ne suis pas surpris par... C'est pour ça qu'il faut des garde-fous. Je répète. Il faut des garde-fous. C'est l'absence de garde-fous qui pousse à tous ces trucs-là. Or, le garde-fou, c'est qu'il y ait des gens qui soient là et qui moralement, qui tiennent pour qu'on ne fasse pas n'importe quoi, qu'on respecte l'intérêt général. Vous voyez? Or, dès lors qu'il n'y a pas ce garde-fou, mais c'est la porte ouverte et ça nous donne les conséquences de Epstein, l'expérience de Epstein, mais ça vient du fait que je dis, mais quand je dis que c'est l'ivresse du pouvoir, mais je dis, là encore, c'est un euphémisme. C'est-à-dire qu'il faut trouver encore un mot beaucoup plus fort. La situation qui les a poussés à surtout dans cette situation-là. Ce qui est sûr et certain, c'est que ces gens, le pouvoir qu'ils en ont, c'est tellement, ce sont eux qui décident de tout, et donc, qu'est-ce qui va les arrêter? C'est ça. Non, mais on est bon, reconnais-le, ferme-la, et puis assieds-toi, prends des notes, c'est tout, on va pas fatiguer les gens. Bon, donc, je vais m'arrêter là, hein, grosso modo, et de dire que, voilà, cette conférence-là, tenue par monsieur François Asselineau, la dame, je la félicite encore une fois, parce qu'elle a posé la très bonne question aujourd'hui de se dire, hein, comment ça se passe, là, sachant que l'année prochaine, en 2027, il va y avoir l'élection présidentielle en France. Bon, monsieur Asselineau le signale lui-même qu'il est candidat déjà. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, voilà, que j'ai déjà envoyé des trucs dans les commentaires, hein, et puis je crois même que je vais envoyer un mot même carrément à son truc là-bas, au siège de son parti politique, pour dire, bon, écoutez, moi comme je l'aime bien, hein, parce que là quand on parle de la politique franco-française, je dis, mais monsieur, comment se fait-il que vous êtes focus sur l'élection présidentielle qui arrive tous les 5 ans, sachant que la précédente, ils vous ont écarté. Bon, là, il faut souhaiter que pour le 2027, il puisse participer. Mais le problème, c'est que, comme lui-même il dit, hein, il utilise un terme qui est très juste, il dit qu'il est volontairement invisibilisé. Parce que quand on compare avec les autres hommes et femmes politiques, c'est celui qui est le plus honnête en France. C'est pour ça que c'est fait volontairement pour l'invisibiliser. Ou alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont essayer de prendre un François, comment il s'appelle? Philippot, voilà. Un ancien du Front National. Ils vont le mettre là pour justement aspirer des voix de M. Asselineau. Allez, ça, c'est gratuit. Ok, encore, Dupont-Aignan, n'en parlons pas, c'est des vendus. Hein? Tous ces gens-là, on les prend et puis on vient pour siphonner les quelques voix là que peut avoir facilement M. Asselineau. C'est fait exprès. Vous voyez? Et puis le bouquet final, c'est qu'ils ne sont pas invités dans les médias mainstream. C'est-à-dire que sur TF1, sur France Télévisions, aussi bien à la télévision qu'à la radio. Non. Et heureusement qu'il y a Internet et c'est là-bas qu'il arrive à se rattraper. Et quand vous regardez sur Internet, c'est celui qui casse la baraque au niveau des chiffres pour les hommes politiques. Voilà. Donc vous imaginez s'il était invité sur TF1 au journal de 20h, sur France 2 au journal de 20h. En tout cas, s'il a le même traitement que les autres, mais il n'y a pas photo, c'est lui qui passe. Bien entendu. Et lui-même, il a démontré dans des interviews ou dans des conférences qu'il y a une étude qui a été faite par des universitaires américains où ils ont dit, dès lors que on te montre souvent à la télévision, mais quand il y a une élection, tu as plus de chances de passer. Parce que la masse, elle suit ça bêtement. Voilà, c'est vérifié. Donc, scientifiquement, c'est vérifié. Voyez-vous? Donc, l'élection qui va y avoir lieu pour 2027, pour l'instant, on ne sait pas trop qui est-ce qui va succéder à M. Macron. Alors, il y a des hypothèses qui disent que Macron, il va essayer de créer un chaos qui fait qu'il va rester au pouvoir. Parce que je vous dis que l'avènement des Gilets jaunes en France
a mis fin à la démocratie française qui faisait semblant auparavant quand les Chirac, tout ça était au pouvoir. Voilà. Les Gilets jaunes, leur avènement terminé. Et c'est ainsi que je dis, ils auraient dû, en ce moment-là, s'ils étaient sérieux, s'ils étaient honnêtes vis-à-vis du peuple, passer à la 6e République. C'est un autre chapitre, c'est un autre débat. J'aurai l'occasion de revenir évidemment là-dessus prochainement. Merci en tout cas à vous tous pour votre attention. Voilà, les t-shirts, hein, je vous dis bientôt, ça va être disponible sur Internet et je ferai une émission spéciale pour vous en informer. Merci beaucoup à vous tous et à très bientôt. Merci bien.